Qu'est-ce qu'une vente complexe? C'est un des sujets que je traite dans cet échange avec Olivier Rivière. Olivier est un expert passionné en Key Account Management. Il aide les organisations opérant dans un environnement complexe à accélérer leurs ventes et à progresser vers l'excellence commerciale. C'est parti! Alors, mon parcours, dans mes séminaires sur le CAM, je dis que le Key Account Manager ou le directeur de programme CAM, ils doivent être des couteaux suisses. Ben, moi, je pense que j'étais sans doute un peu un couteau suisse dès le début. Je l'étais un peu à l'école ou en étant un peu intéressé par tout. J'ai fait une carrière de touche à tout, mais en rentrant quand même à fond dans chacun de mes métiers. J'ai fait de la recherche, j'ai fait du développement produit dans l'informatique. Et surtout, très tôt, dans mes fonctions, marketing, commercial, puis ensuite de direction d'entité, il y a toujours eu un fil conducteur, la relation privilégiée avec des clients choisis pour des raisons stratégiques, où le client et son partenaire, finalement, ce partenaire fournisseur se choisissaient. Donc, tout ça, inévitablement, c'était un peu comme une pente glissante qui m'a fait tomber assez tôt dans le sujet du Key Account Management. En étant d'abord en charge de comptes complexes, en étant ensuite en charge du programme complet, c'est-à-dire d'améliorer les choses. Et quand je suis devenu consultant, j'ai pris très naturellement deux sujets complémentaires comme point de focalisation. La vente complexe, mais vraiment les environnements très, très complexes avec beaucoup d'acteurs, et le Key Account Management. Le couteau suisse. Super, très intéressant. Et justement, donc, quand tu parles de vente complexe, tu pourrais nous donner des exemples? Alors j'aime beaucoup cette question. J'ai d'ailleurs, depuis des mois, il va falloir que j'écrive un post en tête pour expliquer ça. La vente complexe, c'est comme les ceintures en judo. La définition de base, c'est une vente où il y a plusieurs acteurs impliqués, ce qui est quasiment en B2B, quasiment toujours le cas. Oui. Mais entre une vente où tu vas avoir par exemple 3 personnes impliquées, 2 très visibles, une qui est plutôt dans l'ombre, ce qui est déjà de la vente complexe. Donc ça, c'est la vente complexe, disons, de base. Et puis, à l'autre bout du spectre, tu vas trouver les ventes d'infrastructures, les ventes d'équipements, les ventes d'armes, pour ceux qui travaillent sur ça, où là, c'est tout un ensemble d'organisations et d'acteurs, les invisibles, les autres invisibles, qui sont à l'œuvre pour influencer le cours des choses. Donc, vente complexe, ça couvre tout ce spectre. Et quand on veut intervenir sur la vente complexe, il faut justement très bien comprendre, mais finalement, l'entreprise qui veut être aidée, elle est où? Le degré de richesse, de complexité de son environnement cible et de ses partenaires, c'est quoi? Parce que même si on va retrouver un fil conducteur, dont la logique reste la même, il y a quand même des grosses différences suivant où tu te trouves dans le spectre de la complexité. C'est un sujet absolument passionnant. Oui, tout à fait. Et je pense aussi qu'en termes de… je perds mes mots en français. En termes de période aussi pour arriver jusqu'à la conclusion du deal, voilà, on va être sur des projets… cycles, oui. Voilà, des cycles, voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc, on va être sur des cycles plutôt longs. Oui. Avec beaucoup de validation, de remaniement, etc., des différents projets de vente. Oui, et le point, la notion justement qu'on va retrouver partout, mais qui va prendre des formes très différentes, c'est cette notion de parcours d'achat et de parcours de vente avec les jalons, les milestones en anglais du parcours d'achat, entre par exemple la petite entreprise qui pour la première fois, pas très à l'aise d'ailleurs, va être en train de choisir un logiciel de compta ou son premier CRM. C'est déjà une vente complexe avec plusieurs acteurs impliqués. Puis à l'autre bout du spectre, entre un pays qui va vouloir, par exemple, faire développer un réseau de métro dans une grande métropole, avec un projet dont la vie va s'étaler sur 5 ans, 10 ans, la notion de parcours d'achat, buyer's process et les jalons, c'est très différent. Et pourtant, en même temps, c'est la même chose. Exactement, exactement, tout à fait. Et c'est vraiment c'est un sujet en plus qui est très, très intéressant et important. Et je pense aussi, tu vas me dire ce que tu en penses, qu'en tant que CAM, il est vraiment important de comprendre la politique achat.
c'est-à-dire l'univers achat, ce que ça signifie d'acheter, Ouais. pour savoir vraiment qui on a en face de soi et aussi comprendre certains délais, certains mécanismes, etc. Et ne pas seulement rester dans sa position de CAM, donc de celui qui va offrir, mais vraiment de comprendre en fait le mécanisme de l'entité, de l'interlocuteur, etc., pour être vraiment force de proposition. Ouais. Alors, je suis absolument d'accord, mais bon, je suis aussi un peu cookie cutter, puisque je D'accord. travaille sur les méthodes, Oui, je suis très germanisé. Moi, je dirais, tu as dit la position de CAM, et en plus, il faut comprendre l'acheteur. Moi, je dirais, la position de CAM implique que c'est ton boulot de oui, comprendre l'acheteur et de faire le travail que tu viens de décrire. tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'accord. Très intéressant. Et donc, aujourd'hui, tu représentes une association Oui, également. En oui, quoi consiste l'association et voilà. Est-ce que tu oui. peux nous expliquer un peu plus quel est l'univers de cette association? Alors, il y a beaucoup de, je crois qu'on en a déjà parlé, autour du mot CAM, Key Account Manager ou Key Account Management, il y a beaucoup de confusion. En particulier, beaucoup de gens appellent CAM du commercial, disons, standard. Et je ne mets pas de hiérarchie, il n'y a pas de jugement dans le standard ou vrai CAM. Donc, l'association, le ACAP, so Association for Key Account Management, ça regroupe des praticiens du CAM et des gens qui viennent d'un monde plus universitaire. Le but est de partager entre professionnels avec l'impact que l'on veut avoir, c'est justement de contribuer à la professionnalisation du domaine et au fait de faire reconnaître que Key Account Management, ce n'est pas être commercial avec un portefeuille de 40 clients, c'est un métier qui va au-delà des métiers commerciaux, qui les complète, qui a des spécificités très fortes, donc des demandes de compétences, requirements très forts. Donc c'est notre but et ça se fait par le partage, par l'échange. Oui, tout à fait. Et donc, n'importe qui peut intégrer l'association. Est-ce qu'il faut être CAM? Est-ce qu'il faut être, est-ce qu'on peut être, est-ce qu'un commercial? N'importe qui, ça va prendre tout son sens quand même si être membre prend toute sa valeur si on travaille sur ce sujet-là. Mais pas besoin, peu importe le titre que l'on a. Il y a fort heureusement d'ailleurs, il y a des tas de façons, des tas de fonctions contribuent à des programmes CAM, des vrais programmes CAM, que ce soit dans des entités d'ailleurs assez petites ou dans des très grosses entreprises. Donc toute personne qui finalement, de manière assez régulière, va contribuer à la gestion de comptes stratégiques et à cette ambition d'avoir des relations plus fortes et plus durables, toute personne, quel que soit son niveau aussi d'expérience, est la bienvenue dans notre communauté et va en tirer quelque chose. D'accord. Donc, en fait, si je résume par rapport à ma compréhension, ça peut très bien être une assistante donc qui Tout à fait, accompagne les key accounts. Ça peut très bien tout à aussi fait. être les commerciaux de terrain, justement pour qu'ils aient Oui, aussi une compréhension de ce que fait le key account manager. En fait, quand on a oui, ces deux profils-là dans une entreprise, oui. c'est vrai qu'en interne, des fois, il peut y avoir un manque de communication justement entre le commercial terrain et le key account manager. Donc, je pense que ça peut être aussi quelque chose de très, très intéressant pour qu'ils puissent en fait parler le même langage. D'accord, donc c'est vraiment, on va dire, ouvert à tout. J'aurais dû reformuler ma question. N'importe qui, c'est plutôt péjoratif. On va dire que c'est ouvert Oui. à beaucoup de personnes. Donc ça, c'est une vraie faute, on va dire, de langage commercial de mon côté. À revoir. D'accord, très bien. Alors, Vraiment, on ne cherche pas la masse dans ACAM. Ce n'est pas qu'on soit élitiste, même si c'est vrai quand même que la plupart des membres sont vraiment impliqués au quotidien dans des programmes CAM ou sont dans des organisations qui sont en train d'en développer, d'en faire mûrir. On ne cherche pas la masse, on oui, cherche vraiment la qualité des échanges. Alors, la qualité des échanges, c'est à la fois la qualité des orateurs qui vont intervenir dans un webinaire, dans les conférences en face à face, quand on reprendra, mais c'est aussi l'interactivité des webinaires et tous les gens qui sont venus à nos conférences, qui sont petites, en général, on est quoi, 50, 60. Le maximum qu'on ait atteint, c'était en France où on était 80 il y a quelques années. Et beaucoup de gens qui viennent
participe aussi à des événements de grosses associations. Et D'accord. dans la CAM, il y a quelque chose de différent. C'est plus, un anglais dirait cozy, un Oui, allemand dirait gemütlich. oui, Et il y a vraiment un esprit de partage. Et il y a chez nous, et moi je sais que je tiens à brandir cet étendard, il n'y a aucune sollicitation commerciale dans nos d'accord. événements, absolument aucune. Il n'y a aucun autre événement, aucune autre association où il y a cette liberté, où il n'y a pas ce biais commercial. D'accord, 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 très bien. Je vais quand même parler de l'aspect financier. À combien s'élève le montant de l'adhésion pour adhérer Bon à... ben, avec ce que je viens de dire, me positionnant comme spécialiste de la vente complexe, c'est évidemment très cher d'être membre. Il faut accepter l'investissement. Il faut accepter un investissement quand même très, très sérieux et engageant de 90 € par an pour D'accord, être membre en digital et 180 pour venir aux conférences face à face. On en fait 3 par an à d'accord, travers l'Europe. Donc, d'accord. on voit là que l'engagement financier est vraiment très, très élevé. Merci. Non, au-delà de la blague facile, on uberise un peu le thème. Alors, on fait tous, pour nous, les membres du bureau, on fait tous ça pro bono. D'accord, On se passionne. Je trouve ça normal oui, de passer une certaine proportion de mon temps qui est non négligeable. oui, Bah oui, c'est pas rémunéré. Et alors, je m'en fous, je me fais plaisir. oui, Tous les membres du board, c'est pareil. En particulier notre chairwoman qui investit énormément, hein, qui est vraiment l'âme de l'association. On est dans l'esprit du partage. d'accord, Avoir une structure très légère, trouver des moyens d'organiser une conférence sans que ça coûte beaucoup et vraiment créer cette atmosphère d'échange entre les personnes, enfin, une atmosphère très, très amicale, presque familiale, ça fait partie de notre concept. Je oui. pense que c'est important d'avoir des associations comme ça. Et par contre, on est très exigeant sur la qualité de nos orateurs et de nos webinaires. Ah, d'accord, très bien, parfait. Et c'est vraiment intéressant parce que finalement, je trouve qu'il y a beaucoup de métiers qui sont dans cette dynamique-là de partage, partage de connaissances, Oui, d'échanges, oui. etc. Mais pour le métier de CAM, à proprement dit, je trouve que l'offre, elle est vraiment très, très limitée. Et c'est mon Oui, retour. oui, oui, Après, oui, peut-être que je me oui. trompe. Mais je trouve qu'il y a d'autres corps de métier qui sont vraiment très, très actifs au niveau de l'échange de connaissances. Hein. Je partage ton impression. Je pense aussi que l'une des raisons, c'est que la communauté du vrai CAM, elle reste malheureusement assez réduite. C'est curieux d'ailleurs parce que c'est quand même une fonction qui existe, en particulier dans certaines industries depuis longtemps, hein, qui existe depuis les années 70. Et c'est une fonction qui reste très mal identifiée par des tas de gens. Et là, l'une des causes, c'est justement cette confusion d'appeler Key Account Manager un commercial standard. Mm. Et un commercial qui a 40, 50, 60 clients à gérer, avec un commercial grand compte, ça n'est pas un Key Account Manager, c'est un commercial grand compte. Et ce n'est pas la même chose. Et on n'est pas dans la théorie de dire ça, on est au contraire dans une clarté sur à quoi ça sert le CAM et à quoi ça sert la fonction commerciale grand compte, où est la zone de recouvrement et où sont les différences. On retombe sur la mission de la CAM, on essaye de contribuer à ce que cette compréhension se diffuse. Oui, oui. C'est encore dans la majorité des entreprises, ça reste très confus. L'esprit des dirigeants commerciaux ou les dirigeants tout court ne comprennent pas ça. Et selon toi, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est lié à un manque de temps ou est-ce que... Ah, ça, c'est une question très intéressante. Je n'ai pas la réponse. D'accord, J'ai pas la réponse. Je me demande si quelqu'un l'a, si ça pourrait s'étudier d'un point de vue académique. Je ne sais pas. C'est un peu un. Alors, je pense que c'est une partie de la réponse, c'est dans quand même beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises, le manque de culture commerciale des dirigeants. Et quand je dis commercial, c'est pas seulement la fonction de vente, c'est toute l'approche comment je vends mon entreprise à un écosystème ciblé. d'accord.
et les différents instruments de l'organisation commerciale et de la performance commerciale. Déjà là, il y a énormément d'entreprises et de dirigeants qui ont des gros trous dans la raquette. Rien que sur la vente, organiser la vente efficace, sales effectiveness, et le CAM étant un instrument qui est à la fois c'est un instrument commercial, mais le CAM, d'ailleurs, il est considéré comme ça par les entreprises qui le pratiquent le mieux. C'est un instrument qui va plus loin que le commerce, hein, puisque c'est aussi un instrument de développement, finalement, de leadership sur les offres. Les vrais programmes CAM, c'est l'un de leurs buts. On travaille avec des partenaires stratégiques, des clients, mais pour finalement créer un avantage sur ce client. On vend plus et on est plus stable avec lui, mais tous les grands programmes CAM, grands par leur impact, leur qualité, ils ont aussi cet aspect, oui, le programme CAM nous aide à tirer vers le haut notre offre, oui. Donc à rester en avance. Et ça, curieusement, aujourd'hui, il y a encore trop peu de dirigeants qui le comprennent. D'accord, d'accord. On verra, peut-être que les mentalités changeront dans les prochaines années. C'est pas évident parce que malheureusement, on voit au contraire une régression sous la pression du court-termisme imposé par les financiers. On voit au contraire dans beaucoup de grands groupes une régression avec une diminution des investissements dans le CAM. Alors, on peut toujours discuter du fait que certaines entreprises s'étaient habituées à un niveau de dépenses autour de leur programme CAM qui n'était pas forcément nécessaire. Oui. Je pense en particulier à un très grand nom de l'industrie, très connu pour avoir diffusé la culture CAM dans absolument tout le groupe, oui. Qui ont violemment réduit la voilure. Très franchement, je pense que c'était justifié. Il y avait un excès de moyens. C'était dans la culture, il y avait un excès de moyens. Il y avait un excès de moyens, d'accord. Mais, bon, je ne donnerai pas de nom. Les vieux de la vieille du CAM voient tout de suite de qui je parle. Et en même temps, tu as des tas de situations où des entreprises auraient tout à fait intérêt à mettre en place un programme CAM. D'accord. Et ne le font pas, soit parce que les dirigeants ne comprennent pas l'instrument, soit parce qu'il y a une crainte par rapport aux investissements et un court-termisme imposé par les financiers qui dit non, on ne va pas investir sur ces 2 ou 3 clients, on ne va pas investir sur le long terme, on va continuer à mesurer l'impact de nos investissements trimestre après trimestre. D'accord. C'est un sujet très complexe. Hein, c'est un sujet très complexe. Aujourd'hui, je ne suis pas très optimiste à court terme sur le développement du CAM en Europe. D'accord. Effectivement, tu es la deuxième personne en très très peu de temps qui me dit justement que le métier de CAM vise plutôt à disparaître. Ah non, je n'ai pas dit ça. Ah non, je n'ai pas dit ça. D'accord, donc en fait, j'ai un peu de compréhension, mais c'est ce que j'ai été amenée à entendre par une personne très très hautement placée. Après, est-ce que c'était en interne? Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît cohérent ou pas du tout? Le fait que le métier de CAM est amené à disparaître on va dire, à moyen long terme. Alors, le problème, c'est qu'il faut savoir ce que la personne avait en tête quand elle a dit ça. Quelle est sa peste? Le métier de CAM, c'est quoi pour elle? Il y a beaucoup de définitions. D'accord. Alors là, on rentre vraiment dans toute la complexité du sujet. Oui, effectivement. Je vois beaucoup de raisons pour lesquelles un dirigeant qui comprenne le sujet, ce qui n'est déjà pas donné, oui. Qui comprenne le sujet. Je vois beaucoup de raisons pour lesquelles un dirigeant dirait le métier de CAM va disparaître, mais ça peut être une disparition vers le haut, où finalement on va donner un autre nom à quelque chose qui est une forme plus évoluée du CAM pour l'économie du XXIe siècle. Donc ça, c'est une évolution positive. J'ai un client, par exemple, où c'est le cas. Et ils envisagent aujourd'hui d'abandonner le terme CAM, mais le but stratégique de ce qui était jusqu'à maintenant appelé CAM reste. Le métier va aussi se modifier parce que les acteurs dans l'entreprise qui interviennent dans ces partenariats stratégiques se modifient aussi. Et donc, c'est quelque chose
un peu nouveau, mais qui dans l'esprit reste, pour moi, reste du CAM. Mais il y a des raisons pour en changer le nom. Et puis, il y a les raisons négatives. Le métier de CAM va disparaître. Alors, des raisons négatives, alors oui et non. L'une des choses qui, lorsque le métier est apparu, caractérisait un Key Account Manager par opposition à un commercial, c'était justement cette finesse de l'approche dans la vente complexe. Savoir jouer, être plus sophistiqué pour identifier des acteurs, jouer plus sur le long terme. On parlait tout à l'heure de processus de vente long. Et ça, aujourd'hui, tu vois que ce qui était l'apanage de Key Account Manager des années 80, ou une façon de vendre que de la vraie vente complexe, lecture des acteurs, exploration des besoins, y compris des contradictions, qui était l'apanage de la vente complexe à nouveau dans les années 80 et même 90, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, quand tu es commercial B2B et que ce qui est vendu n'est pas une commodité, produit ou service, ces choses-là, tous les commerciaux doivent les maîtriser. Donc, tu as une base aujourd'hui de compétences et la barre de ces barres de compétences en B2B est montée, mais alors là, est vraiment montée, pas brutalement, c'était une évolution, mais si on compare par rapport à il y a 10 ans ou il y a 20 ans, le niveau d'exigence sur la plupart des commerciaux B2B est monté beaucoup. D'accord. Ça peut être une raison pour laquelle certains dirigeants commerciaux vont dire « je n'ai plus besoin de CAM ». Et ils n'ont pas tout à fait tort si on prend le raisonnement compétence et maîtrise d'un environnement complexe. Il reste un besoin et des opportunités pour quelque chose qui est au-dessus et qui est le vrai CAM. Par contre, je ne dirais pas que toutes les entreprises ont besoin de vrai CAM. Ce n'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Pour deux raisons. L'une, c'est la structure de ta base de clientèle et de ce que tu offres peut faire peut-être que tu es bien servi avec des commerciaux et des équipes commerciales bien organisées par rapport à des groupes de clients, et que si tu gères bien tes équipes commerciales sur la vente complexe, y compris les fonctions de support à la vente complexe, ça peut très bien couvrir tes besoins. Ensuite, certains aspects spécifiques du CAM, en particulier co-créer avec le client des offres plus avancées. Donc, c'est l'un des aspects clés du CAM, mais d'un point de vue organisationnel, tu peux faire la même chose en t'organisant différemment. D'accord. Et où là, par exemple, les fonctions au contact du client en charge de co-créer, tu ne vas pas forcément les appeler Key Account Manager. Oui, effectivement. Tu peux avoir des modèles de… Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une vue très claire de ce qu'on cherche à faire avec sa base de clients et de partenaires, c'est une chose. La façon dont on aligne l'organisation pour faire ça, dont on définit les ressources, les compétences et comment on utilise ces ressources, il y a des tas de façons de le faire. Alors que c'est vrai que la pensée dominante de la communauté CAM aujourd'hui, elle est encore très influencée par une vue assez traditionnelle. C'est peut-être une des faiblesses d'ailleurs de l'approche CAM aujourd'hui. Peu de professionnels chevronnés du CAM reconnaissent qu'on peut faire du CAM avec peu de ressources, alors que pourtant c'est vrai. Oui. Je l'ai fait dans différentes boîtes. Et ça, c'est des paramètres d'adaptation à des environnements qui ont changé, à des contraintes économiques qui sont plus fortes. Donc, tu vois, on se retrouve avec beaucoup d'ingrédients. Oui. Et il y a peut-être des vues aujourd'hui trop tranchées sur ce qu'est le CAM et ce qu'il n'est pas. Oui. Ça peut paraître contradictoire ce que je dis, parce que d'un côté, du côté des dirigeants commerciaux, tu as un manque de compréhension de ce qu'est le CAM et il peut être. Mais de l'autre côté, dans la communauté des praticiens, je pense que tu as encore aujourd'hui une vue dominante qui est trop datée, qui n'est pas assez moderne. Alors, cette vue dominante, elle reste complètement légitime dans certains environnements. Oui. Pas de problème. Par contre, elle n'est pas forcément adaptée ou plus adaptée à d'autres environnements. Et ça, cette question, elle n'est pas assez posée, elle n'est pas assez étudiée. D'accord, c'est très, très intéressant. J'ai fait, dans mon dernier boulot salarié, où je travaillais pour une agence de communication
au sens anglo-saxon. On avait comme clients les plus grands noms de l'industrie informatique, que ce soit les très grands comme IBM ou Xerox, et puis des petits. On avait des entreprises qui sont devenues des stars maintenant au niveau mondial, comme Citrix ou comme ARM dans les semi-conducteurs. On avait mis en place quelque chose qui était du vrai CAM, au niveau de la profondeur de relations développées avec des clients stratégiques. C'était du vrai CAM. On a fait ça pour un coût apparemment ridicule. Oui. Tous les manuels de méthodo CAM, si on les avait suivis, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. D'accord. Et aujourd'hui, je connais pas mal de gens qui ont fait pareil que moi, mais ce savoir, cette façon d'aborder le CAM dans des environnements très complexes, elle est peu présente dans les partages, dans les communautés. Oui, effectivement. Et j'ai une question à te poser. Donc, par rapport à ton parcours, tu as la chance de maîtriser 3 langues couramment, donc le français, l'anglais et l'allemand. Je les maîtrise, mais surtout je les mélange souvent. Ça se comprend. Donc, une langue est souvent liée à une façon de penser, à une façon d'être. Et justement, par rapport à l'approche CAM, est-ce que tu vois une grande différence entre l'approche CAM chez les francophones, l'approche CAM chez les germanophones et l'approche CAM chez les personnes qui parlent anglais? Est-ce que tu arrives à avoir une différence ou pour toi, il n'y a aucune différence? Oui et non. D'accord. Jein, diraient les Allemands. Donc, on parle des aspects multiculturels et de comment la langue influence ça, et la culture nationale. Oui, il y a en gros, tu vas voir des différences avec c'est classique d'ailleurs, les Allemands ayant tendance à développer des choses très structurées, très processées, et à vouloir des implémentations finalement assez un petit peu mécanistes. Les Anglais du grand pragmatisme, faisant que des fois on définit un truc et puis au niveau du terrain on s'adapte, mais on s'adapte jusqu'à aller à oublier complètement la philosophie initiale. Ou alors on trouve aussi chez les Anglais cette culture du systématisme aussi, qui est très anglo-saxonne dans les ventes. Et puis en France, on va trouver un peu tout. Je trouve que dans mon expérience, et à nouveau, ce n'est pas une statistique puisque c'est lié aux environnements dans lesquels j'ai opéré, j'ai toujours travaillé dans une entreprise qui avait des produits ou des services complexes. Donc, c'était vraiment un groupe de gens vendant un groupe de gens, et la mise en œuvre, la vie de ce qui était vendu chez le client était complexe. Dans cet environnement-là, j'ai trouvé que c'était plus la culture de l'entreprise et sa façon de considérer la relation client, et donc le CAM, c'était plus structurant dans la façon de faire les choses que finalement la culture nationale ou la langue dominante du groupe qui avait créé le programme. Par exemple, tu allais retrouver plus de points, que ce soit une boîte scandinave, allemande, anglaise, française ou américaine. S'il y avait communauté de vues sur c'est quoi la relation client dans ces environnements complexes et c'est quoi l'instrument CAM, alors tu trouvais une façon commune de faire les choses, de construire le programme et le mettre en œuvre. Alors que si au contraire, tu as des visions très, très différentes de la relation client et de finalement comment tu t'organises pour délivrer l'expérience client, ça a plus d'impact sur la façon dont tu orchestres ou n'orchestres pas ton programme que la langue. Après, au niveau individuel, oui, la culture personnelle est influencée par la langue, mais elle est influencée par beaucoup d'autres facteurs. Ce qui est certain, c'est quand tu es dans une fonction CAM internationale, tu te dois d'avoir de très bonnes compétences interculturelles. C'est d'ailleurs très intéressant, je l'ai fait 2 fois, de développer les compétences interculturelles d'un groupe de CAM. C'est un boulot absolument, d'un point de vue humain, fascinant. Je peux m'imaginer. Et justement, en fait, une de mes questions, c'était de savoir quelles sont pour toi les compétences les plus importantes quand on démarre en tant que CAM.
En plus, quand on démarre. On démarre, effectivement. Donc, vraiment, quel conseil aurais-tu voulu… Bon, c'est une autre question. Je change ma question. Quel est le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne lorsque tu as démarré en tant que CAM? On voit la bonne question au silence, au mouvement des yeux. Donc là, c'est réussi. Ah, c'est une excellente question, vraiment excellente. C'est marrant, tu vois, souvent, il y a un truc qui jaillit spontanément. Oui. Et finalement, là, en regardant en arrière, je vais te dire, je ne sais pas. Ou quel a été ton plus gros challenge quand tu as démarré? Parce que je pense que ça peut être lié aussi à ça. Oui, oui. Alors le challenge, il est très lié au contexte. D'accord. Si, alors je dirais quand même, se donner le temps d'observer, pas se précipiter. Et c'est difficile d'ailleurs, hein. On prend le poste, on a son premier compte ou ses 2-3 premiers comptes. Si on est mis là, c'est quand même quasiment toujours parce qu'on a été marqué comme un talent. Et donc, on veut prouver vite. Allez, oui, on m'a mis là, je l'ai mérité. Et on peut très rapidement être maladroit. D'accord. Donc, je dirais observer. Il faut être un peu un Janus, le dieu aux deux faces, Oui. vis-à-vis de l'environnement, observer. Et puis, pour soi-même, mouliner, être curieux. Mais il faut vraiment arriver, c'est peut-être un peu difficile mentalement, arriver à éviter. Ce qu'il faut éviter, c'est le fait, on démarre, on est très curieux. On va donc s'inscrire à la CAM, Oui. on va lire des bouquins, on va lire des articles. Et là, on a tendance à dire, ah tiens, je vais essayer ça tout de suite, je vais essayer ça tout de suite. Et ça conduit souvent à des maladresses. Se documenter, être membre de la CAM, chercher et lire des choses, échanger, c'est très important. C'est très, très important. Mais il faut arriver à se contrôler néanmoins. D'un côté, je vais explorer ce monde, pas de la théorie, de la pratique, de la communauté, mais de l'autre côté, je vais observer. Je vais observer ce qui se passe dans mon organisation, je vais aller parler aux gens, je vais poser des questions, je vais observer qu'est-ce qui marche pas, où y a-t-il des bonnes pratiques, où y a-t-il des attentes, et du côté client comme dans mon organisation. Il faut arriver à être un peu schizophrène, à se dédoubler un petit peu, faire d'un côté ce travail d'écoute, de l'autre côté ce travail d'éducation et d'auto-éducation. Et se donner le temps avant de fusionner ces deux choses-là. On a tendance, c'est humain, à se précipiter. On va essayer de ne pas se précipiter. D'un côté s'éduquer, de l'autre côté observer. Tout à fait. Et ça a du sens parce qu'on démarre, on a envie de faire ses preuves, on a envie d'être aussi tout de suite remarqué, on a envie de donner confiance à l'entreprise qui nous a engagés en leur faisant comprendre que oui, vous avez raison de m'engager. Donc effectivement, c'est un vrai challenge quand on démarre. Mais c'est intéressant. Effectivement, c'est intéressant, c'est important de savoir prendre du recul pour avoir vraiment une vraie vision d'ensemble avant de se lancer vraiment tête baissée. Alors, je pense que c'est important aussi justement que l'on montre à son boss d'une part, et puis aux gens avec lesquels on opère en tant que CAM, en tant que vrai CAM, que l'on montre qu'on écoute justement, qu'on montre qu'on écoute et qu'on mouline. Je suis intimement persuadé. Alors bien sûr, on peut être dans un environnement où d'emblée, c'est maladroit, mais c'est fréquent, où d'emblée, le manager, soit le manager direct, soit au-dessus, met énormément de pression pour avoir des résultats tout de suite. C'est souvent le cas et c'est dommage. Mais je pense que pour établir sa crédibilité et pour aussi avoir à agir, trouver les bons leviers, il faut montrer à son boss, montrer aux personnes clés que l'on écoute, que l'on observe, que l'on mouline et qu'on. Alors, il y a peut-être une contradiction apparente dans ce que je vais dire. Faut montrer aux gens qu'on analyse et qu'on va en tirer des conclusions, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège, et les pièges qui s'ouvrent encore plus grand quand on a de la pression pour avoir des résultats trop vite, le piège de se précipiter. Oui, tout à fait.
tout à fait. Oui. Mais ça fait partie aussi du sel d'un vrai job de CAM. C'est des jobs difficiles, mais c'est des jobs passionnants et des jobs où on a beaucoup d'autonomie. Oui, effectivement. Je reviens à mon image du couteau suisse. Lorsque tu m'as demandé mon parcours, tous les gens qui sont bons en CAM sont des gens quelque part qui sont des couteaux suisses. Certains le savent déjà au moment où ils prennent le poste, ou ont été repérés comme l'étant, et d'autres au contraire s'aperçoivent qu'ils le sont, se découvrent des talents ou finalement se mettent à utiliser des choses qu'ils savaient qu'ils avaient en eux, mais qui n'étaient pas finalement valorisés dans leur poste, alors que un poste de vrai CAM te force à être bon en mélangeant des tas de compétences. Et à nouveau, c'est le sel de ces jobs. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci pour cette réponse. Je vais avoir une dernière question. Le temps défile très, très vite. Et ma dernière question concerne les manuels, les livres. Est-ce que tu as des livres à conseiller, des manuels, voilà, vraiment, qu'est-ce qu'il faudrait lire en tant que CAMA? Où aller chercher de l'information? Je ne connais aucun livre sur le CAM dont je pourrais dire à quelqu'un il faut absolument que tu le lises. D'accord. C'est un peu brutal, mais c'est comme ça. Comme il y a peu d'auteurs et que les noms sont très connus, je vais être un peu réservé là. Mais la plupart des livres sur le CAM ont une grosse faiblesse. C'est là aussi, je ne vais pas me faire des copains. Ils ont été écrits par des marketeurs. D'accord. Et par des gens qui ont peu d'expérience terrain. Et c'est une formulation très douce. Oui. Je pense lire des livres sur la vente complexe. La vente complexe. Ça peut démarrer par des livres sur la vente complexe. Il y en a quelques-uns d'assez bons en français. Oui. Il y en a beaucoup d'excellents en anglais. Oui. Mais avec toujours il y a toujours des biais. C'est ça la difficulté. Hein. En vente complexe et en CAM, il y a toujours des biais. En vente complexe, les auteurs ont une méthode et ils te vendent leur méthode. Oui, tout à fait. Ils ont des points forts, mais qui ont toujours leurs limitations. Donc, se faire une idée sur la vente complexe, donc selon les goûts, selon la culture, en mélangeant le français et l'anglais, aller explorer la vente complexe, parce qu'on là, on va découvrir beaucoup de choses qui vont être très utiles pour le CAM. Alors là, je recommanderais quand même d'aller, même si c'est des bouquins un peu ardus, d'aller voir Le Monde de Solution Selling. D'accord. Donc les deux bouquins de la même personne, deux éditions, deux versions différentes de Solution Selling. Et puis tout ce qui a trait à la vente très politique, Power-Based Selling. Sur le CAM, je resterai neutre. J'aurai l'outrecuidance de conseiller aux personnes qui auront trouvé que mes affirmations ne sont pas trop stupides, d'aller voir mon profil sur LinkedIn et de décharger le e-book, oui, qui est en 20 pages, la substantifique, ce qui est déjà beaucoup, la substantifique moelle sur le CAM. Sur les livres, je dirais choisissez, testez et jugez. D'accord. Le couteau suisse, c'est l'image que je retiens de mon échange avec Olivier. Elle représente tellement bien la complexité du rôle du Key Account Manager. Ce dernier doit apprendre à avoir plus d'un tour dans sa poche. Il doit être apte à s'adapter à un environnement complexe ainsi qu'à des interlocuteurs divers et variés. Dis-moi en commentaire ce que tu retiens de cet échange. À bientôt!